Donc, bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc, le thème d'aujourd'hui, je vous le dirai pas, mais je vais vous donner des indices pour que vous puissiez le découvrir. Fait que c'est quoi ton premier indice? Mon premier indice, c'est que il faut trouver quelque chose. Ouais, faut trouver le thème de l'émission. Ouais, non, ouais. Ben, on a des informations incomplètes. Puis il faut réussir à... Ouais, ça revient au même, hein. Je suis pas inspiré, là. Un peu de réchauffement. Ouais, je pense que nos auditeurs sont assez futés, ils ont déjà deviné c'était quoi. Ouais, même si je suis pas très bon pour donner des indices. Les autres sont bons pour déduire. Ah. Donc, oui, le thème de cette semaine, c'est les jeux de déduction. Mais avant d'en arriver là, on va discuter du duel de l'année passée. C'était placement de paquets. Donc, on avait parlé de jeux qui étaient un mélange de deck building et de placement d'ouvriers. De mon côté, j'ai défendu Dune Imperium, qui est un jeu de placement d'ouvriers et de deck building, dans lequel c'est comme si c'était concept. Puis dans le fond, dans ce jeu-là, pour pouvoir placer son ouvrier, il faut avoir une carte qui nous permette, qui a le même symbole que l'emplacement où on veut aller. Fait qu'il faut avoir les bonnes cartes pour aller aux bons emplacements. Dans le fond, les cartes, ils ont deux effets possibles. Un effet quand tu l'utilises pour placer un ouvrier ou un effet si tu la gardes jusqu'à la fin de ton tour. Fait que là, t'es tout le temps comme, est-ce que je veux l'utiliser pour ça ou ça? Est-ce que j'ai les bonnes cartes pour aller faire les actions que je veux, tout ça. Puis au final, c'est une course pour le premier à 10 points. Tu sais, ça se joue quand même assez vite en termes de tour de jeu, si on veut. En termes de temps, c'est pas si court que ça, là, mais ça feel vite. Ouais, tu sais, les actions, ils s'enchaînent assez rapidement. Puis on a pas beaucoup d'opportunités de faire des points, fait qu'il faut les rentabiliser. Il y a aussi une zone de conflit dans laquelle on peut investir des ressources, mais qui font pas nécessairement nous rapporter. Puis à ça, on a un marché de cartes qu'on va aussi dans lequel on va aller acheter des nouvelles cartes pour pouvoir améliorer notre deck, puis essayer de créer des combos qui vont valoir la peine d'être joués en mesure que la partie va avancer. Je pense que tu y as rejoué une couple de fois d'ailleurs. Ouais, j'ai joué quelques fois. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu aussi que je garderais pour le duel. En fait, je le changerais pas. Présentement, c'est mon jeu de placement de paquets préféré. J'ai pas encore essayé les extensions. Ça, je pense que toi, Sam, t'en as déjà essayé une, par contre. Ouais, ben justement, moi, j'y avais pas rejoué depuis le duel jusqu'à hier. Ben hier, au moment d'enregistrer. Il y a quelques jours au moment où vous allez écouter l'épisode, si vous l'écoutez à sa sortie. Mais bref, ouais, j'ai joué avec l'extension Immortality. En tout cas, la dernière là, de cette année. Qui rajoute une nouvelle track, qui rajoute une nouvelle ressource qui est un peu différente des autres, puis qui peut juste être utilisée pour acheter des cartes il y a comme un deuxième marché secondaire, si on veut, qui a juste 2 cartes, puis qu'on achète avec cette ressource-là. D'autres façons de faire des points, là, il y a encore une piste d'influence avec une autre faction là, qui a un nom à coucher de voir parce que c'est Dune. C'était cool, là. C'était un peu more of the same, j'ai trouvé. Là. Il y a quand même une mécanique cool de graph de cartes. C'est que quand t'envoies ta carte pour placer ton ouvrier, tu peux comme fusionner 2 cartes. Fait que tu peux aller à n'importe quel spot que les 2 cartes te permettraient d'aller séparément. Fait que ça fait que certaines cartes qui, à la base, sont pas très flexibles, peuvent le devenir en les fusionnant avec les autres. Ouais, puis les effets se combinent aussi. Fait que tu peux quand même avoir des combos cool, mais il faut que t'es piges dans la même main, tu sais. Sois chanceux. C'est un peu la difficulté du deck builder quand tu peux pas aller fouiller dans ton paquet, tu sais. Quand t'as des jeux qui te permettent de justement d'aller rechercher des cartes spécifiques dans ton paquet
pour pouvoir compléter ta main avec les bonnes affaires ou de piocher plus de cartes. Tu sais, dans Dune, tu peux aller piocher plus de cartes avec certains emplacements, mais tu sais, t'es un peu... Je pense que dans l'extension, il y en a même peut-être plus de un emplacement qui perd plus de 2 cartes. OK. Fait que justement, peut-être que ça facilite la fusion des cartes. Mais ça règle pas, moi, le gros problème que j'ai avec le jeu, c'est les maudites cartes intrigues qui varient de complètement inutiles à genre, je vais gagner. C'est vrai. C'est vrai que sont parfois assez violentes. C'est ça, pis ou d'autres fois sont super situationnels, pis comme, y a pas tant de moyens d'aller en chercher, fait que tu sais, oui, ça peut être une stratégie, mais ça se peut que ça paye pas, comme ça se peut que ça paye pis c'est pas de ta faute, t'sais. Ouais. C'est peut-être l'aspect un peu plus aléatoire, tu sais, qui peut vraiment pencher d'un bord ou de l'autre. C'est ça. Mais outre ça, ça reste un bon jeu. Moi, de mon côté, j'avais parlé du jeu Viscount of the West Kingdom, que de Shem Phillips et Sam McDonald, est publié par Garfield Games. Donc, Viscount, c'est aussi un mélange de placement d'ouvriers puis de deck building, mais c'est pas du deck building classique. Dans le fond, c'est qu'on va avoir un genre de tableau de cartes, mais qui va être comme une espèce de tapis roulant. Là, à chaque tour, on rajoute une carte qui pousse les autres, puis là, il y en a une qui tombe du tapis, puis les cartes, dans le fond, vont nous donner des capacités spéciales, vont booster les actions qu'on peut faire. Puis, tu sais, tu parlais tantôt que des fois, tu piges pas les bonnes cartes en même temps pour faire tes combos. Ben, dans Viscount, justement, t'as comme des manières de jouer avec ton tableau, remettre une carte qui est sur le bord de tomber au début pour qu'elle reste là plus longtemps. Fait que, tu sais, t'as moyen de mitiger ça pour t'arranger pour que tes bonnes cartes, soient là en même temps au moment où que tu veux faire, mettons, toutes tes cartes qui t'aident à builder, ben, tu t'arranges pour builder tous tes buildings pendant qu'ils sont là, puis après ça, tu switches à d'autres cartes qui te permettent d'aller écrire des parchemins, puis tu accumules des points comme ça, là. C'est un peu une genre de salade de points, là. Tout ce que tu fais te rapporte un peu de points, puis plus tu te spécialises, plus ça va rapporter. Le premier building que tu fais va peut-être te faire un peu de points, puis si tu fais tous tes buildings, ben, tu vas en faire vraiment beaucoup. Puis même chose avec les autres stratégies. Fait que t'essaies de te spécialiser, mais tu fais un peu de tout en même temps, puis t'as aussi un aspect de corruption puis de vertu là, qui est un peu la trame centrale là, de toute la trilogie là, des Royaumes de l'Ouest, là, qui est présente dans ce jeu-là aussi. Là. Ouais, c'est ça, c'est que t'as vraiment beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. J'aime beaucoup l'iconographie du jeu, par contre, c'est très clair, c'est facile à suivre, mais il y a beaucoup d'options différentes, puis il faut vraiment prendre une décision assez rapidement à savoir vers quoi je vais aller pour faire des points. Ouais. Donc c'est ça, moi malheureusement j'ai pas rejoué à ce jeu-là depuis notre duel, mais c'est juste par manque d'occasion là. En fait, il est sur ma shortlist là de jeux solo que je veux essayer essayer ou réessayer bientôt là. Puis est-ce que tu es toujours d'accord qu'il est capable de battre Dune Imperium dans un duel? Ah, absolument. Mais récemment, j'ai joué à un autre jeu qui fait du placement d'ouvriers puis du deck building, un jeu de cette année, qui est le jeu Endless Winter Paleo-Americans de Stan Kordonski, puis illustré par Yoma et Mihailo Dimitrevski, qui est celui qui a fait Viscount of the West Kingdom aussi. Donc on reconnaît très bien son style assez unique là, avec les gens qui ont des longs coups. C'est vrai, ils ont tellement des longs coups. Ils ont l'air d'être croisés avec des girafes. Hein. Donc c'est ça. Endless Winter, la liste de mécaniques de jeu qu'il y a dans ce jeu-là est aussi longue qu'un hiver qui finit plus, là, fait que je vais pas toutes les dire, là, mais en gros il y a aussi du deck building puis du placement d'ouvriers. Puis c'est un jeu vraiment tête, là, il va y avoir 4 rondes, puis à chaque ronde on a 3 ouvriers, là, fait que t'as 12 décisions à prendre au final. Fait que chaque décision compte. Puis là, tu vas accumuler des ressources qui sont surtout des outils puis de la bouffe qui vont te permettre d'aller chasser des animaux, de bâtir des villages, Il y a des mégalithes, mais je sais pas, tes sculptures, tes places, tu fais quoi en tout cas? Tu fais de quoi avec des mégalithes? Il a l'air d'avoir une espèce de trac de religion aussi, ou de spiritualité. Ouais, dans le fond, quand tu détruis des cartes de ton deck, c'est que les gens ils meurent de ta tribu, fait que là tu montes sur la track des morts justement. Si t'es le premier à te rendre en haut de cette track là, c'est toi qui vas faire le plus de points, puis le deuxième va
Dans le fond, plus t'es haut, un peu comme dans Sight, là, plus t'es haut dans ces tracks-là, plus tes affaires te rapportent des points. Là. Sauf que Ok, là, au ouais. lieu d'être des thresholds, c'est vraiment comme le premier, le deuxième. Fait que tu pourrais juste monter une fois, puis si personne d'autre monte, ben, tu vas faire le maximum de points pour, tu sais. Ok. Fait que t'as cette track-là, t'en as une autre. Une autre affaire qui donne beaucoup de points, c'est les animaux que tu vas chasser comme du set collection. Là. Plus t'en as d'une même sorte, plus tu fais de points. Puis là, les mammouths font pas les points de la même façon que les paresseux, qui font pas la même façon que les loups, les rhinocéros ou whatever. Là. En tout cas, il y a plusieurs sortes d'animaux. Il y en a qui valent un petit peu de points, puis de plus en plus. Il y en a d'autres que si t'en as 2, 3, ça fait rien, mais si t'en as 4 et plus, ben là tu fais vraiment beaucoup de points, puis etc. Là. Mais à certains moments dans le jeu, tu peux aussi manger des animaux pour aller chercher de la nourriture. Sauf que quand tu les manges, là, ils comptent plus dans ton set collection. Fait qu'il Fait que faut que t'as tu te tout... demandes est-ce que je veux collectionner les animaux ou est-ce que je veux me nourrir pour l'hiver? Ouais, c'est un peu ça. Parce que des fois, t'as comme pas le choix. Tu sais, la nourriture, tu en as besoin pour faire toutes les actions. Là, quand t'envoies du monde, si t'as pas assez d'outils, tu peux, ou pas assez de travailleurs, tu peux comme dépenser de la bouffe pour en avoir plus. Puis, un peu comme dans Imperium, quand tu fais une action, faut que tu joues une carte en même temps, puis elle va ajouter des icônes qui vont booster cette action-là. Mais t'as aussi un genre de phase, ils appellent ça l'éclipse ou le solstice, je sais plus, mais en tout cas, qui est un peu comme le reveal dans Dune. Fait que les cartes que t'as pas jouées pendant ton tour, tu peux les utiliser dans le reveal. Puis là, ça va être important pour l'ordre du tour au prochain tour. Puis, dans le fond, quand tu gagnes ça, en plus d'être premier, t'as une meilleure récompense. Il a l'air d'être quand même lourd au final comme jeu. Tu me dis qu'il y a énormément de mécaniques. Est-ce qu'au niveau quand tu joues le jeu, est-ce que c'est beaucoup de réflexion ou ça se joue quand même assez rapidement? Faut quand même que tu penses à tes affaires, puis il est long à apprendre au début, tu sais. Parce que justement, il y a plein de mécaniques, plein de systèmes tout interreliés, mais un coup que tu commences à jouer, ça coule bien, tu sais. C'est comme je disais, il y a juste 4 rondes, t'as 3 ouvriers. Tu sais, il y a des petites couches qui se rajoutent par-dessus, là. T'as comme un ouvrier spécial qui te donne un petit bonus quand tu fais une certaine action avec lui. Puis au final, il y a juste 4 actions que tu peux faire. C'est juste que chaque action, mettons, t'as comme une cascade. Quand tu vas sur ce spot-là, tu commences par faire telle affaire qui, mettons, dépense telle ressource pour faire telle affaire, puis ça, dépense telle autre ressource pour faire telle autre affaire. Puis si t'es le premier à y aller, t'as un bonus de plus. Mais les autres peuvent y aller quand même. OK. Puis si t'as utilisé ton ouvrier spécial puis que t'as fait la bonne action, ben là tu vas avoir un autre bonus en plus. Puis t'as aussi un petit jeu de comme un peu comme dans Dune, là, t'as comme une bataille de majorité, là, t'as comme une espèce de carte où ce que tu peux déplacer des tentes, puis là, quand t'as assez de tentes, tu peux comme construire un village. Et les villages et les tentes servent à comme avoir la majorité sur des tuiles qui vont te donner des bonus en fin de ronde. Fait que si mettons t'as une tuile qui donne de la bouffe, ben si t'envoies plus de tentes dessus que les autres joueurs, ben tu vas faire de la bouffe à tous les tours. Puis l'autre à côté, ben peut-être qu'il fait des outils, puis l'autre à côté, il fait des mégalithes. Dans le fond, quand tu fais un village, tu le places comme entre 3 tuiles, mais il faut que tu aies des tentes partout autour pour le faire. Fait que tu sais, c'est le push and pull sur ce plateau-là est quand même cool, j'ai trouvé. Plus intéressant que dans Dune, là, que c'est genre un combat à chaque ronde. Après ça, c'est fini, puis tout ce que t'as mis là-dedans, tu le perds, tu sais. Là, tout ce que t'as envoyé, dans le fond, ça reste là, puis tu sais, à chaque tour, tu peux comme contre-builder par-dessus les autres, tout ça, puis dans le fond, plus tu construis tes villages, c'est un peu comme dans Terra Mystica ou Once Upon a Time, là, quand t'enlèves des buildings de sur ton plateau, ça te donne des bonus de revenus que tu reçois à chaque ronde aussi, fait que t'as intérêt à le faire le plus vite que tu peux. Il y a comme pas des mégalithes, c'est une autre affaire qui te donne des points en fin de partie, mais comme sont visibles dès le début de la partie, puis après ça c'est comme premier arrivé, premier servi pour aller les chercher, mais tu sais comme si tu veux le scorer au maximum, même si tu peux pas aller le chercher au premier tour, faut que tu commences au premier tour à te builder pour faire ça, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de stratégie, beaucoup de planning à long terme, mais c'est ça, au final, un coup que t'as commencé à jouer, ça coule bien, là, même si, tu sais, c'est pas un jeu que je voudrais montrer à tout le monde puis que tu sais qui est léger puis qui se joue facilement, mais un coup que tu l'as appris,
Ils disent 1 heure à 2 heures par partie. Je pense que c'est raisonnable si tout le monde sait jouer puis qu'il n'y a pas trop de paralysie de l'analyse, t'sais. Ouais, ça c'est le truc qui m'avait l'air un peu qui me refroidissait un peu, c'est justement c'est le nombre. Oh, ouais, c'est vrai. Je l'ai dit, j'y ai même pas pensé. Mais c'est que ça avait l'air, c'est ça, assez lourd, puis que chaque décision, vu qu'ils sont peu nombreuses, sont très lourdes de conséquences. Comme tu dis, il y a 12 tours au final, ben tu vas placer 12 ouvriers, mais à chaque fois que tu en places un, il y a comme une cascade d'événements qui va se produire, puis il faut que tu prennes ça en compte dans l'ordre dans lequel tu vas effectuer tes actions. Ben, l'ordre dans lequel tu fais les actions aux emplacements, c'est fixe, là. Tu fais le premier en premier, le deuxième en deuxième, pis tu sais, t'as pas de questions à te poser là-dessus, au moins. OK. Cool. Donc c'est ça, c'était Endless Winter de Stan Kordonski, et publié chez Fantasia Games. C'est leur premier jeu publié, puis vraiment ils ont fait une super belle job, là. Le matériel est de super bonne qualité, les inserts pour tout serrer, là, comme chaque joueur a comme son petit tray en plastique avec qui contient toutes ses pièces, tous ses pions, les cartes de départ fait que c'est super bien fait, là. Méga bonne production. C'est surprenant qu'une une compagnie qui fait son premier jeu sur Kickstarter, des fois tu t'attends pas nécessairement à... Un grand succès, là, tu dis, ils se font la main pour le premier, puis ça va être mieux après. Mais en tout cas, si c'est le cas pour eux autres, watch out, ça va être vraiment bon leur prochain. En tout cas, au niveau production, même au niveau gameplay, c'était super bon, là. Bon ben, je vais prendre le segue. T'as parlé de production, t'as parlé de Kickstarter. Ben, le jeu que j'ai joué récemment, c'est le jeu Darkest Dungeon de Board Game, qui est sorti aussi cette année. Puis là, on parlait de Kickstarter et de production. Pas cette année, Vincent, on est en 2023 maintenant. Bonne Oh année, d'ailleurs. Ben oui, bonne année. Bonne année aux auditeurs. Toute la journée, quand j'écrivais les dates, j'écrivais 2022, puis il a fallu que je repasse par-dessus à la fin de la journée pour corriger ça. J'avais l'air un peu niaiseux. Mais oui, on est en 2023 maintenant. Donc, l'année passée, Darkest Dungeon est finalement arrivé au backer. La moitié de Darkest Dungeon, je veux dire, parce qu'il y a encore des choses qui sont à venir. Il y a eu quand même une petite péripétie avec leur publisher qui est Mythic Games. Eux autres, ils ont vendu plein d'IP dernièrement. Oui, exactement. Puis c'est ça. Puis pour ce qui est de l'envoi de Darkest Dungeon, ils ont aussi redemandé aux backers de payer un surplus pour le shipping plus tard, parce que finalement ça a explosé les coûts qui s'étaient attendus. Puis c'est ça. Puis finalement, pour recevoir la moitié de leur jeu, là, la suite va arriver dans l'année normalement. C'est sûr que si tu ships 2 fois, ça coûte plus cher que si tu ships juste une fois, hein? Ouais. Donc c'est ça, Darkest Dungeon, designé par Nick Niotis et Agiris Pungouras. C'est sûr que j'ai détruit son nom. Pour faire un changement, faudrait que je choisisse mes jeux en fonction du nom des designers. Fait comme ça, j'ai massacrerai pas. Mais bon. Donc, Darkest Dungeon, au niveau de la production, comme je disais, c'est un jeu avec des tonnes de mini. En fait, ça m'a impressionné, le nombre de mini qu'il y avait là-dedans. Par contre, au niveau des couleurs, on est peut-être moins dans les trucs jolis de Endless Winter. Pas mal tout est rouge ou noir. C'est très foncé. C'est très dark. Donc, ça fait avec le nom. Exact. Donc, Darkest Dungeon, c'est un dungeon crawler qui est inspiré du jeu vidéo du même nom et dont l'esprit a été vraiment de garder une grande fidélité entre le jeu de société et le jeu vidéo. Donc, quand on joue une partie, on sélectionne un groupe de 4 aventuriers qui ont des classes et des habilités différentes, qui vont avoir un rôle à jouer dans l'exploration du donjon. Puis on avance dans le donjon, on explore des pièces, on affronte des pièges, on affronte des créatures, puis on essaie de remplir une mission qui va nous être donnée. Le jeu va avoir plusieurs actes, on va dire. Il va falloir combattre certains boss avant de pouvoir aller dans le Darkest Dungeon, qui est l'objectif final du jeu, qui est un plus gros donjon. Et donc, c'est un jeu qui est très punitif, j'allais dire. Comme le jeu vidéo, où c'est un jeu où il y aura pas beaucoup de façons de se soigner. À chaque fois qu'on va avoir un bonus, souvent,
il va avoir un malus qui va venir avec lui. On trouve un objet, on trouve un petit accessoire dans le donjon, ben pour pouvoir le prendre, on va s'être piqué sur des lames empoisonnées parce qu'on est gauche. Mais c'est comme tout le temps ça. Les méchants nous font assez mal, ils nous empoisonnent, mais on leur remet aussi beaucoup. Les habilités des personnages sont assez variées, assez intéressantes, puis il y a un système de progression qui fait qu'on évolue à mesure qu'on fait des donjons. Pour ça aussi, c'est un jeu qui est quand même un gros investissement en termes de temps. C'est un jeu qui est fait pour être vraiment une grosse campagne que tu rejoues souvent avec les mêmes personnes puis tu progresses là, parce que dans une session de jeu, souvent tu vas pouvoir faire un donjon, mais suite à un donjon, tu sais, tu vas pas non plus gagner un niveau nécessairement ou tu auras pas des grosses améliorations. C'est vraiment un truc que tu fais sur le long terme. C'est vraiment un gros engagement de se lancer dans ça. Puis c'est ça. Fait que c'est un jeu assez punitif, mais qui à l'inverse aussi, contrairement à plusieurs jeux que je trouve, tu sais, des fois dans les dungeon crawl, j'ai l'impression que ton bonhomme il est un peu incompétent. Tu veux lancer une attaque, tu roules un dé, puis souvent la chance de réussir, ça va être comme une chance sur deux. Puis ça, je trouve ça un peu poche. Ça. C'est comme, ok, t'es un personnage, mais t'es pas si épique que ça parce qu'une fois sur deux, tu réussis. Là, tu vas souvent réussir. Tu as comme 80% de chances que ça marche. Mais quand tu rates, ça coûte cher. Mais t'as autant de chances de rater que de faire un coup critique. Fait que ça, j'aimais cette balance, cet équilibre-là au niveau des chances de succès. Mais c'est ça. C'est un jeu assez long. Les règles sont quand même assez simple à suivre. Là, c'est assez clair, c'est assez carré comme système, mais ça prend quand même pas mal de lecture à faire parce que t'as la phase donjon, puis après ça t'as aussi la phase village qui là te permet de soigner tes personnages ou d'apprendre des nouvelles affaires, d'acheter de l'équipement, recruter des futurs aventuriers pour la suite. Fait que c'est ça. C'est pas mal Darkest Dungeon. Je pense que ceux qui ont joué aux jeux vidéo vont trouver leur compte parce qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre les deux. Il y a peut-être la phase village, l'amélioration du village qui est qui est assez différente, mais pour le reste on s'y retrouve. Puis ceux qui ont déjà joué au jeu, ils savent qu'il faut pas que tu t'attaches à tes personnages très longtemps parce que ils vont devenir fous et ou ils vont mourir assez fréquemment. Puis tu le recommanderais-tu à la place de d'autres dungeon crawl qu'on a parlé à l'émission, là, que ce soit Gloomhaven ou Imperial Assault ou Journeys in Middle-earth ou Death May Die même? Ouais, je le mettrais pas. En fait, ça dépend. Je le recommanderais vraiment plus aux fans du jeu qu'à des joueurs parce que tu sais en fait l'aspect punitif à un moment donné, c'était comme c'est plus t'essayais d'étirer un peu le temps que t'allais survivre, mais t'avais pas l'impression que t'allais réussir. Tu sais, le premier donjon que tu fais niveau 1, t'es pas capable de le finir parce que tu peux pas le compléter parce que c'est trop sauvage, les méchants sont trop méchants puis c'est ça. Fait que c'est en même temps, des fois c'est le fun d'avoir un bon défi. Là. Ouais, mais c'est comme si le défi on te le dit d'avance que tu réussiras pas. Fait que c'est ça. Mais tu sais c'est bien, j'ai quand même aimé. Je vais sûrement y rejouer avec mon ami avec qui j'ai joué. Alors, on salue Félix. Mais c'est ça. Je trouve quand même que j'ai eu plus de plaisir à jouer à Death May Die ou à Journeys in Middle-earth que à jouer à Darkest Dungeon parce que je me sentais moins y a pas l'aspect histoire est un peu plus mise de côté. Bon, c'est sûr qu'à Death May Die, il y a pas d'histoire là. Ouais. Mais il y a pas de campagne non plus. Non, c'est ça, puis ça se joue plus vite, puis ça se met en place vite. Darkest Dungeon, c'est bah ouais, OK, c'est sûr discutable. Mais Darkest Dungeon, c'est un investissement en temps assez C'est une campagne de combien de sessions à peu près? J'ai pas regardé le nombre de sessions parce que ça peut vraiment varier de à quel point tu réussis bien ou pas bien. Ah, OK, ouais. Mais ça peut être assez long. Mais minimum, mettons. Dans le fond, l'équivalent d'un acte, aller se rendre jusqu'à un boss, là, c'est 3 sessions. Puis il y a combien de boss? Il y en a beaucoup. Ça, c'est toutes les faire ou? En fait, le jeu est fait aussi pour être rejoué. Parce que c'est tout, il y a beaucoup de trucs aléatoires, de trucs modulaires
qui fait que tu vas avoir un boss ou un autre, puis Ok. fait que tu peux refaire la campagne, puis ce sera pas pareil. Parce que tout est généré un peu aléatoirement. Ok. Fait qu'ils ont vraiment poussé, en plus que c'est un jeu qui est un gros investissement en temps, c'est que t'as pas de fin, tu peux le recommencer puis ça va être différent puis tout va changer. Fait que c'est cool si t'aimes ça, t'as de quoi t'amuser. Si t'aimes ça, tu en viendras. Je pense pas que tu peux en venir à bout, vraiment. Hein, il disait ça de Gloomhaven, pis... Ouais, mais Gloomhaven, il y a une campagne avec une fin puis une histoire puis... Ouais. Là, tu pioches un donjon, le layout a une forme particulière. Chaque case va être différente d'une fois à l'autre parce que tu pioches les chambres au hasard. Puis là, quand tu tombes dans une chambre avec avec des méchants, ben là, tu pioches une tuile au hasard qui détermine ça va être quoi les méchants. Les méchants vont être au hasard. En tout cas, c'est ça. Il y a beaucoup de... C'est comme pour essayer de mimer la génération procédurale qu'il y a dans les jeux vidéo. Mm-hmm. C'est quand même bien fait, là. Tu sais que... Tu balancé? J'ai envie de dire que oui. C'est quand même bien. Tu sais, tu manges des coups, mais t'en donnes des aussi forts aussi. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est sûr que t'as joué une fois, c'est dur à dire, là, mais parce que des fois, avec des affaires de même, tu peux tomber sur des affaires un peu dégénérées, que par hasard, t'es tombé sur telle tuile après telle tuile, ou tel monstre dans tel type de pièce. Puis là, ça fait des combos que les designers ont pas playtesté parce qu'il y a tellement de possibilités, tu sais. Ça se peut. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de ça. Mais il y a quand même une espèce de niveau de difficulté qui progresse. Fait que j'imagine que, ouais, on n'est pas vraiment à l'abri, là. Mais j'ai pas assez joué Ben, en tout cas, pour c'est ça, pouvoir t'as pas vu comme rien de ça, là. Fait que... C'est ça. Tu sais, on a eu des combos de monstres qui étaient un peu, qui étaient tough, mais on était quand même capable d'en venir à bout. Puis vu que on réussit souvent ce qu'on entreprend, quand même, on en est venu à bout, là. OK. Tu sais, comme je disais, souvent les chances de succès, c'est comme 80-90% quand tu fais une attaque. Fait que ton héros, il est compétent, on va dire. Tu sais, t'es capable de progresser, t'es capable de tuer un bonhomme, puis tu vas pas devoir attaquer 12 fois le même bonhomme. Mm-hmm. Avant qu'il meure, de toute façon. Une fois, tu vas le tuer, des fois, ça va en prendre deux. Fait que c'est ça. Donc, c'était Darkest Dungeon, The Board Game. Puis là, je vais laisser la parole à Sam, en fait. Donc, oui, avant de passer au duel, on a une petite annonce à faire. On a reçu une invitation du défi Joudon. Donc, c'est un événement caritatif. Ça, c'est organisé en collaboration avec l'Association québécoise de prévention du suicide. Puis c'est ça, le but, c'est d'amasser des dons pour aider avec la prévention du suicide. Puis c'est un défi, dans le fond, c'est une journée ludique de 12 heures, pas Randolph, à Laval. 5 février 2023, donc quand même assez bientôt. Et c'est ça, ils nous ont invités, puis tout de suite, on a dit oui. Moi, je trouve que c'est une super bonne cause, ça me fait plaisir de m'impliquer là-dedans. Fait que dans le fond, on vous invite à venir vous joindre à nous, puis à participer à l'événement si vous êtes disponible. Vous pouvez même rejoindre l'équipe Board Game Duel. Dans le fond, en s'inscrivant à l'événement, on s'engage à récolter au moins 100$ en dons. C'est ça, vous pouvez vous joindre à nous. Il va y avoir des prix pour les membres de notre équipe en exclusivité. Je sais pas encore c'est quoi, mais ça va être des jeux. Surprise! Ouais, c'est ça. Puis on va aussi faire un événement. On sait pas encore c'est de quoi le jeu, mais il va y avoir un jeu par équipe. Fait qu'on va pouvoir faire un vrai hashtag Team Sam contre hashtag Team Vince. Ouais, bon, fait que je vais vous dire tout de suite, là, allez quand même du côté à Sam, là, même si il y a peu de chances que ça marche de son côté, là, mais faut l'encourager. Fait que c'est ça, si ça vous tente, vous pouvez vous joindre à l'événement. Je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode. Sinon, on a déjà partagé ça sur Facebook, Instagram. Donc, allez voir sur nos médias sociaux. Je vais republier là-dessus. Vous pouvez aussi juste nous faire un don si vous voulez, donc nous encourager. Sinon, chaque dollar compte. Donc, merci à ceux qui l'ont déjà fait, puis merci de nous encourager. Vous irez voir encore une fois dans la description de l'épisode, il va y avoir tous les liens pour participer, encourager, etc.
Donc on rappelle, c'est le 5 février, le défi Joudon. Au pub Le Randolph à Laval. Donc, on va maintenant passer au duel, dont j'espère que vous avez trouvé le thème. C'est quand même assez facile, je pense. Bon. Donc, surtout que tu l'as dit. Ouais, c'est vrai. Hein. Ça aide. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Puis as-tu vu? C'est quelque chose que j'ai fait à un moment donné au jeu dont tu vas nous parler. C'était de dire trop d'informations à haute voix en pensant que les gens n'écoutent pas. Et finalement, ça peut coûter cher au niveau des points de victoire. Ouais, donc, vous l'avez deviné, c'est les jeux de déduction. Moi, de mon côté, je vais vous parler de Search for Planet X, un jeu qui a été designé par Matthew O'Malley et Ben Rosett et publié chez Foxtrot Games et Renegade Games. Et donc, c'est purement un jeu de déduction, Search for Planet X. Il n'y a pas vraiment d'autres composantes ou mécaniques que ça. Là. On fait des actions qui nous donnent des indices, puis on essaie de faire des déductions avec ça. En fait, c'est pas vrai, il y a un petit peu de pousse ta chance. Parce que des fois, tu peux comme prendre une chance si t'es à cet emplacement-là, t'es comme à 50-50, mettons, sur c'est un météorite ou un nuage de gaz, fait que je vais publier pareil, puis j'espère que je vais tomber sur le bon dans les deux, tu sais. Ouais, c'est un peu... c'est là, de la déduction, mais t'as un petit peu de jeu, puis il y a un aspect course, par contre. Ouais. En plus. Mais là, je mets un peu la charrue avant les bœufs, là. Je vais essayer d'expliquer c'est quoi le jeu. Donc, dans Search for Planet X, on est des astronomes qui recherchent la planète X. Astrologiste, tu veux dire? Ah non, des astronomes. Toi, tu peux bien chercher ton astrologie si tu veux, là, mais... Et donc, c'est ça, on va avoir le plateau qui va être dans le fond une espèce de carte du ciel qui va être divisée en différents secteurs. En mode débutant, on a 12 secteurs. En mode avancé, on va en avoir plus, 18, je pense. Ouais. Fait que c'est ça, dans un de ces secteurs-là, il va y avoir la planète X, puis dans toutes les autres, il va y avoir soit un espace vide, ou des astéroïdes, ou des planètes naines, ou des comètes, ou whatever. Je pense que c'est pas mal tout ce qu'on peut trouver. Il y avait les nuages de gaz aussi. Des nuages de gaz, c'est vrai, merci. Donc c'est ça, on a tout plein d'objets célestes, puis chacun de ces objets-là va avoir des règles particulières. Comme les astéroïdes, ils vont venir adjacents à au moins un autre astéroïde. Les comètes, ils peuvent juste être à certains endroits qui vont être indiqués sur notre espèce de feuille de déduction, qui est quand même super bien faite. Là, on a comme toute la carte du ciel, puis on a de l'espace là pour prendre des notes puis pour barrer à tel endroit ça peut pas être ça, fait que ça peut être ça ou ça puis tout ça. Tout ça? Tout ça. Fait que c'est ça. Plus la partie va avancer, plus on va découvrir des règles logiques qui peuvent être, par exemple, les comètes sont à 3 espaces ou moins d'un nuage de gaz, ou la planète naine ne peut pas être à plus que 4 espaces de la planète X. Ce genre de choses-là, il va y avoir de ces indices-là, en fait, qu'on va recevoir en début de partie. Il y en a d'autres qu'on va devoir utiliser des actions pour les faire. Pas pour les faire, mais pour les connaître, pour les apprendre. Pour les connaître, c'est ça. Puis tout ça, c'est géré par une application. C'est cool parce que dans le fond, tout le monde peut downloader l'application sur son téléphone, on rentre tout le même code, puis on peut tout poser nos questions, puis avoir nos réponses, chacun de notre côté, ou s'il y a juste une personne qui a l'application, on peut se passer le téléphone aussi, puis ça fonctionne bien. Là. Puis comme tu disais, c'est une espèce de course, on va être le premier à découvrir où la planète X. C'est ce qui va nous donner vraiment beaucoup de points, mais on peut aussi faire des points en publiant sur l'emplacement des autres objets célestes un coup qu'on les a trouvés. Puis ce qui est cool, c'est que dans le fond, à chaque action qu'on fait, ça va prendre un certain nombre de temps. Il y a des actions qui vont nous donner plus d'informations, mais qui vont coûter plus de temps. Fait que là, on va avancer plus loin sur le plateau, là, qui est une espèce de cercle qui tourne. Là. Puis dans le fond, la dernière personne en arrière, c'est tout le temps à cette personne-là à jouer. Donc, si je suis dernier puis que toutes les autres sont vraiment loin en avant de moi, ben je peux faire plusieurs petites actions qui vont peut-être pas me donner de l'information aussi précise que si j'avais fait les actions qui prennent plus de temps, mais je peux en faire plus avant de passer le melon au prochain joueur. C'est ça. Puis, tu sais, c'est un jeu qu'on joue beaucoup chacun de notre bord. On regarde nos jeux, on n'a pas tous les mêmes indices parce qu'on sait pas le résultat des actions des autres. On sait qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait qu'on sait, admettons, que Sam, il cherche
une planète naine dans le cadran 3 à 7. Mais on sait pas s'il en trouve. C'est ça, moi, dans le fond, l'application va me dire, dans ce cadran-là, il y en avait 1, 2, 0, 4. Mais les autres joueurs savent pas ça, mais ils savent que j'ai de l'info là-dessus. Fait qu'après ça, selon qu'est-ce que je publie où, ben tu peux peut-être essayer de prendre un guess. Vincent, il avait posé plein de questions sur les comètes, là, il vient de faire une publication. Est-ce que j'assume qu'à cet endroit-là, ça va être une comète? Parce que quand on publie, dans le fond, c'est qu'on fait ça face cachée, puis on va mettre un jeton qui dit, bon, ben je pense que à tel endroit, c'était l'affaire. Mais c'est seulement dans 3 ou 4 publications qu'on va aller révéler ce jeton-là, donc dans potentiellement plusieurs tours de jeu. Donc en attendant ces tours-là, est-ce qu'on peut essayer de deviner qu'est-ce que l'autre a fait? On peut essayer de publier dessus aussi, parce que si on réussit à publier après la même chose, puis qu'on a raison aussi, on va faire des points, un peu moins parce qu'on n'est pas le premier, mais on peut quand même faire des points. Mais surtout, c'est que en sachant qu'à tel endroit c'était l'affaire, ben ça permet de cascader notre puzzle de logique puis de placer les autres morceaux autour, tu sais. C'est ça, parce que quand on contre-vérifie la recherche, on sait qu'est-ce qu'il y a là finalement. Ça devient une information publique. Puis là, tu mets ça en relation avec les autres règles logiques que tu as trouvées plus tôt. Puis là, ça peut nous aider. Puis des fois, ça prend juste une information. Puis là, clac, je sais où la planète X. Puis je suis prêt à la dévoiler. À annoncer que je l'ai trouvée. Ouais, c'est ça. Puis un coup que tu l'as trouvé, comme ça déclenche la fin de la partie. Les autres joueurs peuvent essayer de deviner eux aussi, ou effectuer des publications pour essayer de chercher des points, puis après ça, on compte. Ceux qui ont trouvé la planète X ont tant de points. Si tu l'as fait en premier, tu fais plus de points. Si tu as trouvé, ils sont où les comètes, c'est tant de points par comète trouvée. T'as des points pour être le premier, puis on fait le total, puis la personne qui a le plus de points est le meilleur astronome et gagne la partie. Fait que tu peux gagner la partie même sans trouver la planète X. Oui, si tu fais assez de découvertes, puis si tu les fais avant tout le monde, il y a moyen de gagner. Mais honnêtement, je pense que c'est tough. Ouais, ça se fait, mais c'est pas évident. Mettons que c'est un bon coup de pouce, je trouve. Ouais. Et c'est ça, comme je l'ai mentionné, il y a comme 2 modes de jeu, un mode débutant, un mode avancé, qui au final va surtout rallonger la partie, j'ai l'impression, parce que c'est un plus gros puzzle, il y a plus de choses à trouver, un petit peu plus de règles, de déduction logique, mais pas tant que ça. Tu sais, ça change pas tant l'expérience. La game est plus longue, puis c'est plus dur de trouver la planète X. Bref. Ouais, c'est ça, c'est qu'au final, les espaces vides, c'est des espaces où il y a potentiellement la planète X, puis dans le fond, quand tu joues avec le mode avancé, t'en as 5, le mode normal, t'en as 3, fait que tu sais, juste par chance, t'as moins de probabilité de trouver la planète X quand tu joues à difficile si tu y vas juste au pif, là. Ouais, mais c'est ça, il y a surtout plus de déduction à faire si tu veux la trouver pour vrai, là. Ouais. Puis en plus de ça, on a comme un niveau de difficulté qu'on peut donner à chaque joueur. Dans le fond, c'est le nombre d'indices que tu reçois au début. Fait que même si t'as joué plein de fois puis que tu veux montrer le jeu à tes amis puis que tu veux que ça soit semi-compétitif, ben tu peux te donner moins d'indices qu'eux autres. Ou si tu joues avec des enfants ou des gens qui sont peut-être moins gamers puis qui sont assez gentils pour essayer, ben tu peux peut-être leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils aient autant de fun que toi, tu sais. Ouais. Non, je trouvais ça bien, cette flexibilité-là qui s'adapte à chaque joueur, parce que t'es pas obligé de tout jouer au même niveau de difficulté. Tu peux vraiment personnaliser un peu la difficulté. Mais c'est sûr que tu sais, si tu l'amènes à ta soirée de jeu avec tes amis gamers, d'après moi, tout le monde doit être sur le même niveau. Ouais. Parce que On est compétitif, on l'est pas, là, hein. c'est ça. Fait que... Es-tu vraiment le meilleur astronome ou t'es le meilleur astrologiste? Fait que c'est ça. Sinon, beau matériel, l'application est super bien faite. Vraiment une belle production. C'est un jeu semi-récent, il est sorti en 2020. Il était passé sur mon télescope à l'époque. Oh. Pas dire mon radar, là, mais bref, c'est ça, je l'avais entendu parler. J'avais jamais eu l'occasion d'y jouer avant récemment. Puis je suis bien content de l'avoir essayé puis de vous le présenter. Donc c'était Search for Planet X de Matthew O'Malley et Ben Rosette et publié par Foxtrot Games. Donc, de mon côté, je vais défendre le jeu Treasure Island
designé par Marc Paquin, illustré par Vincent Dutray. Je le cite parce que l'esthétique du jeu est assez important dans ce cas-ci, et publié aux éditions Matago. Donc, Treasure Island, ou l'île au trésor, c'est en fait une adaptation en jeu de société. C'est comme la thématique, on dirait, aujourd'hui, d'adaptation de jeu de société. Mais là, dans ce cas-ci, on parle du roman de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, qui raconte une histoire de pirate dans laquelle on a le méchant Long John Silver qui a caché un trésor sur une île. Puis là, ben, les membres de son équipage décident d'aller voler le trésor pour pas qu'il en ait droit parce qu'ils sont fâchés contre lui. Fait que c'est toute une histoire de trahison entre pirates et de mutinerie, comme on aime. Et le jeu tente de recréer l'expérience. Donc, dans le jeu, c'est un jeu tous contre un, mais pas coopératif. Ouais, c'est plus tout contre tout, mais avec quelqu'un qui a un rôle asymétrique. Ouais, je pense que j'aime cette description-là. Parce qu'on a un joueur qui joue Long John Silver qui place le trésor sur l'île. Puis là, quand on parle de placer le trésor sur l'île, c'est qu'on a littéralement une grosse carte sur la table. Tout le monde a aussi sa petite version de la carte derrière un paravent. Et Long John Silver trace un X sur sa propre carte qui détermine, dans le fond, où il a caché le trésor. Et les autres joueurs vont vouloir réussir à trouver le trésor en se fiant à des indices que Long John Silver va leur donner. Et à un moment donné, là, si les joueurs sont pas capables de trouver le trésor assez vite, Long John Silver, qui était capturé, se libère, puis s'en va aller chercher son propre trésor, puis il peut gagner comme ça. Donc, au début de la partie, Long John Silver décide de placer son trésor. Il va donner une carte indice à tous les autres joueurs, qui est un indice, en fait, qui dit où n'est pas le trésor, parce que l'île est divisée en différents secteurs, puis dans le fond, chaque joueur sait que dans un secteur X, il n'y a pas le trésor. Fait tout le monde a cet indice de départ-là. Puis à mesure que le jeu avance, Long John Silver présente des nouveaux indices. Il y a une main de cartes qui contient des indices qui peuvent être pointe 2 joueurs, deux pions sur la carte, puis il y en a un des deux qui est le plus proche du trésor. Ça peut être, il faut que tu dises si le trésor est plus loin de 5000 de la montagne ou moins de 5000 de la berge. En tout cas, c'est tous des indices comme ça. Ça peut être aussi un homme 2 directions, pointe 2 directions, puis c'est là que il y en a un des deux qui a le trésor dedans. Toutes les cartes ont des types d'indices différents. Ces indices-là sont mis à la disposition de tout le monde, ils sont publics. Mais à mesure que la partie avance, certains de ces indices-là peuvent être des bluffs. Donc, on va mettre qu'on va mettre un indice, on va mettre un petit jeton à se cacher qui indique si cette règle-là est absolument vraie ou est peut-être ou est un bluff. Dans le fond, ou dans ce cas-là, on peut pas s'y fier. En fait, c'est que ça peut être vrai pareil. Oui, c'est ça, c'est qu'on sûr. Exactement, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je disais on peut pas s'y fier parce que ça peut être ça ou ça peut être pas ça. Fait que t'es mieux de pas considérer cette carte-là. C'est ça. Donc, au début de la partie, quand c'est le tour d'un joueur, le joueur peut effectuer différentes actions. Ça peut être soit se déplacer sur la carte, puis pour ça, on a... J'adore le jeu, entre autres, pour l'aspect barbouillage, parce que on va littéralement écrire, faire des dessins, puis faire des ronds, puis des lignes partout sur la carte pour justement indiquer aux joueurs où est-ce qu'ils sont allés, quelles zones ils ont cherché, puis tout ça, puis à chaque fois qu'on va faire des déplacements, ben on fait une ligne sur la carte pour dire bon, on s'est déplacé de telle distance. Donc c'est ça. Fait qu'un joueur peut déplacer son bonhomme, il peut décider de chercher dans une grosse région, ou il peut décider de marcher un petit peu, chercher dans une petite région. Puis chaque personnage a aussi des pouvoirs qui leur sont spécifiques. Par exemple, le joueur bleu, à un moment donné dans la partie, une fois, il peut faire une recherche n'importe où sur la carte, même s'il est pas là. Il y a une action, c'est d'aller interroger Long John Silver, c'est d'aller voir un jeton, puis de vérifier est-ce que cette information-là est vraie ou est fausse. Il y a aussi les actions il y a une action de se téléporter, si on est vraiment à l'autre bout de la carte, puis là on a une information qui nous dit qu'on est vraiment pas à bonne place, ben on peut se téléporter une fois. En fait, on se téléporte pas, on fait un grand galop sur notre Ouais, on fait un grand galop. Fait que c'est ça. En fonction des indices qu'on a, si on
on cherche sur l'île aussi, Long John Silver va peut-être nous donner un coffre avec un petit bonus dedans. Parce que certaines cartes indices ne peuvent être jouées que si le joueur qui est Long John Silver a donné un pouvoir à quelqu'un. Fait que des fois, il va avantager certains joueurs, des joueurs qui sont pas nécessairement sur la bonne piste, pour que lui puisse jouer des cartes qui sont des indices qui sont peut-être un peu moins révélateurs, parce que c'est vraiment deux parties très différentes selon si on est un mutin ou si on est Long John, parce que c'est des fois là, les indices qu'on a dans les mains, ils sont ils nous aident pas vraiment. Ben dans le fond, ils nous nuisent beaucoup parce qu'ils donnent trop d'informations. Puis ouais, pis t'as pas beaucoup de choix, là. T'as comme 3 cartes, faut que t'en prennes une de ces 3-là, puis si les 3 ils sont full révélatrices, ben, too bad. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, faut garder son bluff pas loin. Mais tu sais, si on le joue mais t'en as trop pas vite, beaucoup non plus, tu sais. non, T'en as as pas beaucoup. 2 pour toute la partie, puis tu vas donner quoi, genre 7 indices? Ouais, tu donnes 7 indices. Il y en a un, le premier est nécessairement vrai. Puis tu vas avoir un deuxième parce que t'es pas au début tes bluffs. Non, c'est ça. Ton premier bluff, tu le pognes, ton premier bluff, tu le pognes après avoir donné ton premier indice. Mais après ça, tu sais, ton deuxième bluff, tu le pognes encore plus tard. Tu l'obtiens comme à la moitié de la partie. Fait que c'est tough être Long John Silver. Pis c'est pas mal tough, oui. Ouais, parce qu'en plus, si tu utilises ton bluff dans les 3 premiers avant d'avoir ton deuxième bluff, ben si quelqu'un t'interroge puis le trouve, il sait que nécessairement tous les autres indices que t'as donnés avant de pogner ton autre bluff sont vrais, tu sais. Exactement. Fait que tu sais, si par chance il t'interroge juste une fois puis il tombe sur le bluff, ben ça donne vraiment vraiment beaucoup d'infos là. Ouais. Ouais, non, C'est la ce qui m'est partie. arrivé à ma dernière partie d'ailleurs quand j'étais dans le John Silver puis les deux ont comme tu sais, probablement que j'ai utilisé le bluff pour un indice trop évident, fait que les deux ont interrogé sur cet indice-là parce que c'était trop crucial, puis les deux savaient que j'avais possiblement menti pour cet indice-là, fait que ils ont fini par trouver le trésor assez rapidement, là, tu sais, un certain nombre de tours là, avant que Long John Silver puisse s'évader, puis encore, tu sais, il faut que tu t'évades, puis il faut que tu prennes Faut que assez tu de te rendes tours pour jusqu'au. te rendre à ton trésor, là. Puis Fait que c'est les joueurs qui te placent sur le board, fait que c'est pas toi qui décides d'être proche. non, c'est ça. Fait que, mais de toute façon, j'étais même pas j'étais rendu à peu près à la moitié de mes tours quand ils ont fini par trouver le trésor, là. Fait que, ça a pas été une longue game, mettons. C'était Short John Silver. Mais Ouais. c'est ça. C'est Ben, j'allais dire, c'est comme le gros défaut du jeu, je trouve, c'est qu'il est quand même fragile, tu sais, ça peut arriver que un joueur tombe sur le trésor par hasard, vite, tu sais. ouais. Si tu le C'est places proche de où ce qui commence. En même temps, tu sais, quand tu joues, même si tu joues à moins de joueurs, il y a quand même beaucoup de, tu sais, si tu joues à 3 joueurs, dans le fond, ou à 2 joueurs, chaque personne va avoir deux mini sur la carte. Fait que, tu sais, t'auras jamais moins que 3 personnes qui cherchent, tu sais. ouais. Fait Mais- que de le placer loin de tout le monde, c'est quasiment impossible, là. Ouais. Puis c'est ça. Puis t'as quand même aussi certaines restrictions à savoir où tu vas le mettre ou pas. Puis c'est très dépendant de ta main au niveau des indices là. C'est Ouais, pis tu sais, tu vois pas tous les indices avant de placer ton trésor non plus, là. non. Mais sinon c'est ça. C'est le fun parce que tu sais tout le monde est un peu les uns contre les autres. Il y a des fois t'as des petits moments de fun où est-ce que tu sais il y a un joueur qui dit ah ben moi je veux jouer ma boussole, je veux un indice boussole. Puis là t'es capable d'y donner comme des directions qui veulent rien dire puis qui servent absolument à rien dans ce contexte-là. Fait que t'as quand même des trucs intéressants en étant Long John, mais c'est vraiment c'est pas Ben, évident. encore là, c'est du hasard parce que Ouais, les t'as, indices boussoles, t'as droit à un pool. Dans le fond, t'as des boussoles au hasard en fonction du nombre de joueurs c'est contre ça. lesquels tu t'affrontes. Fait que dépendamment de qui le prend, oui, tu peux avoir des boussoles qui donnent rien ou au contraire, tu peux avoir juste des boussoles qui vont l'aider vraiment beaucoup, tu sais. Ouais. Fait que ouais, il y a un peu de hasard comme ça. Qui peut des fois jouer
le succès de la partie. Sinon, c'est ça, le jeu vient avec 12 000 outils à dessin qui sont ajustés à l'échelle de la grande carte ou à l'échelle de la petite carte pour les joueurs. Fait qu'on finit par avoir une carte qui est complètement barbouillée de tout bord, de côté. Ah ouais, t'as des flashbacks d'or plastique au secondaire, là. Ouais. Moi, j'aimais ça. Je trouvais que ça rajoutait comme une dynamique qu'on voyait pas souvent, là, tu sais, là. Puis je trouve que quand on joue à ça, on se sent vraiment comme un pirate qui cherche un trésor, puis on fait des X, puis on va, puis on se promène. Moi, je trouve que j'aime l'ambiance, tu sais, de la partie. Ouais. Ben, moi, j'ai trouvé ça cool la première fois que j'ai joué. Justement, tu sais, de barbouiller pis tout ça, puis comme, tu sais, c'est cool, c'est nouveau, tu sais, c'est comme la gimmick du jeu. Mais, tu sais, c'est comme la saveur du mois, là. Ça passe, puis comme, prochaine game, c'est comme, ouais. C'est sûr que c'est un peu ça, le thrill du jeu. C'est de barbouiller la carte, puis d'avoir des indices, puis d'essayer de trouver le trésor. C'est sûr que c'est un peu le point de vente du truc. Mais j'aime l'aspect asymétrique, malgré le fait que c'est un peu plus fragile. T'sais, c'est aussi un jeu que là, je pense qu'on peut tomber un peu plus dans le comparatif. Là. Mm-hmm. Parce que Treasure Island, il faut que tu sois plus nombreux pour que ce soit plus intéressant. Alors que j'allais dire dans Search for Planet X, Tu peux jouer en solo, hein. Ouais. Moi, je l'ai pas essayé, mais toi, tu l'as essayé, je pense. Ouais, je vais pas parler des résultats de cette partie-là parce que c'est un peu gênant. Mais mais ouais, j'ai joué en solo. Puis ouais, je vais vous laisser déduire le résultat final. Je pense que Vince a perdu. Puis c'est sûr que le Search for Planet X, c'est ça, il joue bien, que tu sois 1, 2, 3 ou 4, c'est vu que tu joues pas mal ta propre partie puis que l'influence des autres joueurs est très 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 limitée, c'est plus flexible. Alors que Treasure Island, la première fois que quand je l'ai acheté en fait, j'ai fait une erreur, j'ai joué à 2. Il faut pas jouer à 2 à ce jeu-là. Je dirais même jouer pas à 3 non plus parce que moi j'y avais joué dans le temps là. Il est sorti en 2018 quand même. Fait que ouais. j'avais joué une couple de fois à l'époque à 4 ou 5. J'avais jamais joué Long John Silver par exemple. J'avais toujours joué le pirate. Puis là ça j'ai rejoué récemment pour me préparer pour l'émission. Puis c'est ça, on a joué à 3 et j'étais Long John Silver. Puis comme j'ai dit, ça a été Short John Silver parce que c'était tough là. Parce que dans le fond, c'est comme si il y avait 4 personnes, mais que chacune des 2 personnes... En contrôle 2. Ouais, c'est ça, mais comme ils partagent toute la même information. Parce que normalement, quand tu joues à 5, tu vas avoir 4 personnes qui fouillent, mais 4 personnes qui ont comme des morceaux différents du puzzle, tu sais. Ouais, puis ils ont pas trop d'informations. Versus quand on est un nombre de joueurs réduit, chaque joueur a vraiment plus d'infos sur où est le trésor. Fait en ayant plus d'infos, ça leur facilite grandement le travail. Ben, ils ont pas plus d'infos, mais ils ont plus de façons de bouger puis d'interroger. Ce qui, au final, c'est ça qui te donne le plus d'infos, mais c'est ça, c'est que t'as comme t'es comme un monstre à 2 têtes, si on veut, là. Ou t'as deux figurines qui se déplacent, qui posent des questions, tu peux utiliser tes boussoles avec ces 2 personnes-là, puis les 2 ils se parlent. Versus que quand tu joues à 5 joueurs, ben t'as 4 joueurs qui... Ça peut arriver des fois que les gens se parlent parce que tu vas essayer de t'entraider, tu veux pas laisser Long John Silver gagner, fait que... Mais en même temps, tu veux pas que l'autre joueur gagne, fait que tu vas pas divulguer nécessairement des informations très très cruciales. Non, puis ça sera peut-être pas vrai non plus parce que ça reste un jeu de pirate, pis c'est le fun de mentir, t'sais. Ouais. Ça fait partie de la mécanique. Fait que ouais, peut-être 1 à 3 joueurs jouer à Planet X, puis 4 et 5, c'est le Treasure Island va peut-être shiner plus, là. Ouais. Niveau production, j'ai envie de dire que c'est ça. Treasure Island aussi a une très belle production. C'est la carte toute colorée. Tout le monde a ses petits bonhommes, ses petites mini. On a un compas pour pouvoir tracer des cercles. On a des règles pour pouvoir mesurer les distances. On a une espèce d'outil boussole que tu mets sur ta mini. Quand vraiment il s'enfile au-dessus de ton bonhomme pour pouvoir tracer des lignes pour
faut gérer les directions, les points cardinaux. Je trouve qu'il y a qu'il y a un très bel esthétique, puis t'as le petit coffre au trésor dans lequel tu peux mettre tes indices, puis tu donnes le coffre au trésor. Fait que c'est toujours drôle quand t'es Long John Silver, que quand quelqu'un fait une recherche, puis là tu lui passes un petit coffre au trésor, puis là tu vois l'espoir dans ses yeux qui disparaît. Ouais, j'avoue que côté matériel, il est vraiment bien fait. Tu sais, Planetex aussi, là, le board est beau, tu sais, les panneaux pour te cacher, ils te rappellent les règles de logique, tel as, il y en a combien, ils peuvent pas être à côté de telle affaire, tout ça. Comme je disais tantôt, l'application est super bien faite, super bien réussie. C'est facile de dire, ah ben, je fais telle action, ça te dit, voici le résultat, tu peux sur suivant, tu sais, c'est intuitif, facile à utiliser. Ça a été bien pensé, tu sais, ça fait toujours du sens. Tu sais, la façon dont l'application est faite, c'est fait pour que tu fasses pas l'erreur, tu sais, de dire, ok, j'ai fait mon truc, je le passe à l'autre joueur, puis là tu lui montres ton indice, tu sais, il y a un petit piton pour vraiment dire, ok, là tu le passes à l'autre. Je trouve que c'est ça. Puis niveau puzzle, c'est sûr que Ouais, le fait qu'il est géré par une application, c'est plus solide, là. Tu vas pas, tu peux pas te tomber par hasard sur la planète X, parce qu'en plus, quand tu la trouves, faut pas juste te dire c'est où, faut que tu dises qu'est-ce qu'il y a de chaque côté, là. Ouais, fait que tu peux pas tant que ça la trouver par hasard. Tu sais, tu peux prendre un guess en fin de partie, mais tu peux pas juste dire, ben, elle est là, puis tu gagnes au premier tour. Tu peux pas. Non, c'est ça. Tandis que dans Treasure Island, ça pourrait arriver, tu sais. Ouais, tu pourrais trouver le trésor du premier coup si t'es bien chanceux puis que Long John a décidé de se dire, ah ben, ils fouilleront jamais à côté de leur spawn. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est comme à Star Wars Rebellion où est-ce que tu dis, ah, ils vont jamais checker sur Alderaan. Ça marche des fois. Ça marche 3 rounds. Ben ouais, fait que c'est ça. Fait que tu sais, niveau puzzle, c'est sûr que je pense que Search for Planet X, il est mieux construit, mieux conçu, puis t'as vraiment tout le temps le casse-tête. Le niveau de réflexion est comme plus poussé que dans Treasure Island. Mais Treasure Island, je trouve que ouais, t'as mais là, plus tu une tombes ambiance plus dans auto. le... Ouais, c'est ça. Tu tombes plus dans le bluff, puis dans le... Ah, mais... Faut quand même que tu regardes un peu qu'est-ce que les autres ils font, puis où est-ce qu'ils cherchent, puis tu peux essayer de déduire un peu quelle règle ou quel Quel quartier indice qu'ils il tombe savent là. ouais, c'est ça, ou quel quartier que l'autre joueur sait où il est pas, tu sais. Fait que t'as moyen d'aller chercher un peu d'infos avec ça, mais c'est ça, comme tu dis là, je pense qu'il se base plus sur sa thématique que sur ses mécaniques pour donner une bonne expérience. C'est ça. Il faut que t'embarques un peu plus. Search for Planet X, on a fait 2-3 fois la joke de l'astrologiste, mais après ça, c'était vraiment plus, on était à notre affaire, on questionne le jeu, puis on... Oui, mais tu sais, je trouve que ça fait quand même thématique, là. T'es des scientifiques, tu veux publier tes recherches. Un peu comme dans Alchemist, là. C'est moins c'est pas satirique du tout comme Alchemist était, là, mais t'as quand même le petit côté de genre je veux publier au plus vite pour faire plus de points. Ouais, puis lui a l'air de savoir ce qu'il fait là-bas. Je vais publier un papier en même temps que lui sur la même affaire, en espérant que c'est la bonne affaire. J'ai fait un point avec ça, hein. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, il y a quand même des petits éléments thématiques. Puis, tu sais, t'as quasiment l'impression de faire un examen à l'école, mais c'est le fun. Ouais. C'est un peu nerd, là, dit de même, là, mais... Ouais. Ben, tu sais, t'as l'aspect course, puis t'as l'aspect, tu sais, je vais réussir à le trouver, à trouver la réponse au puzzle avant les autres. Puis, c'est ça, c'est va être c'est moi le plus brillant du lot. C'est ça. Mais c'est drôle parce que finalement, tout le monde la trouve pas mal en même temps, souvent, tu sais, à cause des papiers qui sortent, tu sais. T'as beaucoup d'informations communes qui arrivent à tout le monde en même temps. Fait que Ouais. ça finit en tout cas, ça finit serré, je trouve. C'est, en termes de timing, là, c'est bien. Mais Treasure Island peut faire ça aussi, si c'est pas trouvé par hasard, justement. Ouais.
Tu sais, j'en ai vu des fins de game que là, tout le monde sait à peu près c'est dans quel coin, puis là, c'est genre, ça cherche, puis tu sais, c'est, des fois, le petit X, il est comme juste entre deux ronds de recherche, puis il touche pas, fait que... Ouais, parce qu'ils se disent, il y a pas d'espace là, tu sais, ça vaut pas la peine de le regarder là. Ou tu sais, comme, oui, je pourrais regarder, mais comme ça me donne tellement un petit espace que si c'est pas là, j'ai comme gaspillé mon tour, là. Puis là, je m'éloigne, c'est ça, de l'autre spot qui est un peu plus gros, dans lequel tu te dis, je couvre plus en cherchant là, je couvre plus d'espace. Bon, je pense que ça fait pas mal le tour de notre comparaison. Donc, et vous, chers auditeurs, c'est quoi votre jeu de déduction préféré? Ou est-ce que vous êtes hashtag Team Vince avec Treasure Island? Ou est-ce que vous avez la tête dans les étoiles avec hashtag Team Sam et Search for Planet X? Donc, sur ce, on vous remercie vous. On vous souhaite encore une bonne année. On vous souhaite une année ludique. On remercie ceux qui ont donné pour le défi Joudon. On vous rappelle de le faire si vous pouvez. Et encore mieux si vous voulez venir jouer avec nous le 5 février. Toutes les infos sont dans la description du show et sur nos médias sociaux. C'est une occasion de nous rencontrer parce que on n'est pas juste des voix désincarnées. Non. Ben, on fait des vidéos aussi des fois. Fait que, mais on n'est pas juste des images non plus. Non, c'est ça. Vous allez nous voir en chair et en os et en 3 dimensions. On n'est pas du monde, mais on existe. Donc, nous remercions Chrysalis pour notre chanson thème. Et on vous dit à la prochaine. Notre prochain épisode, en fait, on va avoir un invité surprise. Oh, teaser. Oh oui. Alors, restez à l'affût. Et j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye. It's Vince and Sam. Wow. OK. Ça serait cool, par exemple, de faire un épisode live une fois. Ouais. Faudrait que je sois bien préparé, là, parce qu'au nombre de fois où je m'enfarge dans mes niaiseries, un peu plus de préparation, ça serait pas mauvais. Donc, aujourd'hui, la thématique des jeux qu'on a choisi, c'est la planète au trésor. Non, en fait, ça, c'est le titre de l'épisode. Mm-hmm. Ouais. Fait qu'en fait, c'est plutôt... Les jeux de déduction. Ouais. Tu pourrais dire genre, on a un thème, mais je vous le dirai pas, mais je vais vous donner des indices pour que vous puissiez le deviner. C'est pas fou, ça, Sam. Mais tu peux quand même avoir des combos cool, mais il faut que t'es piges dans la même main, tu sais. Sois chanceux. Je t'entends plus. Ouais. En fait, quand j'ai toussé, je pensais que j'avais fermé mon micro, mais je l'avais pas fermé, dans le fond. Non. Puis quand j'ai pensé le rouvrir, je l'ai fermé. Ouais. OK. Ça, c'était du grand art. Je vais laisser la parole à Sam, en fait. Parce que c'est ça. Tu vas laisser la parole à Sam. Ou est-ce que vous avez la tête dans les étoiles avec hashtag Team Sam? Hashtag Team Sam. Hashtag Team Sam